Sud Radio, parlons vrai. On embrasse d'abord Valérie Expert qu'on trouvera à partir de mardi sur Sud Radio, 11h midi. Les débats donc avec nos 4 débatteurs. Alexis Bachelet, ancien député socialiste, chef d'entreprise AB Consulting. Bonjour à vous. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP. Bonjour. Bonjour. Virginie Leguet, chef adjoint du service politique de Paris Match. Bonjour à vous. Et Éric July, président fondateur de Clé. Bonjour Éric July. Bonjour. Au programme de nos débats aujourd'hui, les ministres qui échouent au municipal doivent-ils démissionner ? Il y en a une petite dizaine qui sont candidats soit tête de liste d'ailleurs dans leur ville, soit sur la liste. On peut citer par exemple évidemment Édouard Philippe, le Premier ministre au Havre, Gérald Darmanin à Tourcoing, Geneviève Darrieussecq à Mont-de-Marsan. Et s'il venait à perdre, est-ce qu'il devrait quitter le gouvernement ? On verra ça avec vous. Vous nous appelez d'ailleurs vous-même qui nous écoutez sur Sud Radio au 0826 300 300. On parlera aussi du communautarisme, ou alors faut-il parler de séparatisme ? En tout cas, Emmanuel Macron est en train d'y réfléchir. Il se pose la question, il devrait annoncer des mesures pour lutter contre le communautarisme juste avant les municipales. Tiens, comme par hasard. Et puis aussi, l'autre polémique du moment, fallait-il révéler le nom des entreprises soupçonnées de discriminer à l'embauche ? Le gouvernement a pointé du doigt Air France, Accor, Altran, Renault, 7 entreprises en tout, accusées de discriminer à l'embauche en fonction de l'origine des candidats qui envoyaient leur candidature, tout simplement. Mais auparavant, on va commencer par nos coups de cœur et nos coups de gueule, ou plutôt les vôtres. Virginie Leguet, je vais commencer avec vous. Alors le mien, j'allais dire, il est presque évident. Ça fait déjà plusieurs jours que si j'avais été là hier ou avant-hier, j'aurais dit la même chose. C'est monsieur Didier Gaillaguet, le patron de la Fédération française des Sport de glace. J'ai été tout à fait personnellement très choquée, scandalisée par les propos qu'il a utilisés lors de sa conférence de presse, qui étaient à la fois méprisants, désinvoltes. Il semblait arc-bouté sur ses positions. Bon, aujourd'hui, ses positions semblent extrêmement affaiblies. Il est rentré dans un bras de fer avec la ministre qu'il va perdre, mais il aurait pu avoir l'élégance, la dignité de reconnaître qu'il y a eu des dysfonctionnements, de reconnaître que ces dysfonctionnements étaient extrêmement graves, de reconnaître qu'il y avait eu des alertes, parce qu'il y en a eu. Maintenant, on entend beaucoup de voix à l'intérieur de la Fédération des sports de glace dire qu'il y a eu des alertes depuis très très longtemps et qu'il les a écartées en disant tant qu'il n'y a pas de plainte, on ne bouge pas. Donc sa situation était intenable depuis le début et j'ai trouvé vraiment que sa position était odieuse. Et alors, juste pour préciser, vous partagez votre coup de gueule avec Alexis Bachelet aujourd'hui sur le même sujet. Même son de cloche, Alexis ? Nous sommes solidaires de coup de gueule, du coup de gueule. Oui, moi j'étais très attentif à ce qui s'est passé parce que on peut se sentir concerné. Les clubs de patinage, il y en a dans nos communes. Moi, dans ma commune, il y a une patinoire. Donc je pense aussi à tous les bénévoles, à tous les parents aussi qui s'investissent pour que leurs enfants fassent du loisir ou parfois de l'élite. Et qui sont, je pense, mortifiés et salis par un dirigeant qui se mure dans un déni et dans une irresponsabilité. Alors, on ne peut pas à la fois vouloir diriger, ce qui est son cas, diriger d'une main de fer, tout le monde le sait, et en même temps, quand il y a des dérives d'une gravité que maintenant plus personne ne peut ignorer, d'ailleurs, une enquête a été ouverte. Donc il faut effectivement qu'il démissionne. Il avait une occasion de sortir proprement. Avec un peu de dignité, et effectivement, le personnage qui est décrit confirme que c'est une personnalité sulfureuse. Juste pour la forme, j'aimerais juste préciser avant de vous donner la parole que Didier Gaillaguet n'est pas accusé de harcèlement, ni même d'agression ou quoi que ce soit. Il est accusé de ne pas avoir dénoncé et de les avoir couverts. On l'a reçu d'ailleurs dans le Grand Matin Sud Radio, lui explique, j'étais au courant de cas de harcèlement qu'il dit avoir fait remonter. En revanche, il assure qu'il n'était pas au courant du tout de cas de viol, par exemple. Donc... Il a réinventé, vous vous souvenez de l'expression responsable mais pas coupable. C'est ça, c'était Georgina Dufoy, oui. Là, lui, c'est j'ai fait des erreurs mais pas de faute. Absolument. Parce que je ne sais pas bien la différence entre les deux. Mais on peut supposer que faute est plus grave dans son esprit qu'erreur. Dans son esprit sûrement. Ceci étant, quand on est président d'une fédération, si on a fait beaucoup d'erreurs, il faut en tirer les conséquences. Avec Julie. Moi, je vais dire que le cas Gaillaguet a très bien été expliqué, même s'il y a une présomption d'innocence qui doit lui être accordée, ne doit pas masquer ces cas très fréquents touchant d'autres sports. Moi, j'ai été absolument frappé, touché, écœuré. J'ai pris le temps de lire l'équipe mercredi dernier. J'incite vos auditeurs, mon cher Jean-Marie,
de lire ce dossier de 6 pages sur des cas qui se sont passés en natation, où on savait qu'un entraîneur recevait ses nageuses au sauna tous les soirs. C'est assez étrange. Dans le monde du tennis, on sait ce qu'a subi Isabelle de Mongeau. C'est la question de certains coachs qui ont une emprise telle sur leurs joueurs ou leurs joueuses, qui espèrent, qui Roland Garros, qui une qualification aux Jeux Olympiques, sont prêts à tous les sacrifices. Les familles qui ne voient rien, certaines qui incitent même leurs enfants d'aller dormir chez leur entraîneur pour créer une osmose plus forte en termes de compétition. Voilà, on a connu le monde du cinéma. On a que, en termes d'harcèlement et d'affaires de ce genre, c'est maintenant le monde du sport qui est particulièrement touché. Bien sûr, il ne faut pas jeter l'opprobre sur tout un milieu où il y a des bénévoles qui font un travail absolument extraordinaire, où il y a des entraîneurs qui se donnent pour leurs athlètes, mais il y a des cas particulièrement cinglants, bien sûr, et absolument effrayants. Et peut-être la gymnastique un jour, verra-t-on. En tout cas, on a l'impression que... Je pense qu'aucun sport ne sera... En tout cas, la parole se libère, il est grand temps. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu MeToo et qu'on a pu... entendre ici ou là des gens qui se moquaient de MeToo en disant que c'était quelque chose de monté artificiellement. En tout cas, on voit que ça libère réellement des paroles et que des gens qui peut-être n'osaient pas hier osent aujourd'hui et que c'est très bien. Mais plus le temps passe, en fait, et plus on a l'impression qu'on découvre un nouveau domaine dans lequel il y avait effectivement une omerta sur des agressions sexuelles. L'Église a été la première à être pointée du doigt, effectivement. La question qu'on peut se poser, finalement, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres secteurs dans lesquels, par contre, plus tard, on découvrira... C'était un phénomène sociétal, je pense, pas généralisé, mais très répandu. Oui. Les agressions sexuelles, vous voulez dire ? Oui, y compris dans les familles. L'emprise de l'homme sur la femme. Y compris dans les familles. Dans le milieu du travail. Dans le milieu du travail, dans les usines, etc. Pour ce qu'on appelait la promotion canapé. C'est pas nouveau. Et dans les familles, il y avait un silence qui pesait là-dessus, tout le monde disant il faut mieux se taire. Ça a changé, fort heureusement. Il y a une libération. Alors c'est comme un jeu de cartes par petits bouts, un puzzle par petits bouts. C'est des dominos, ça sort. Fort heureusement, et il faut arriver à une conception, à une place différente de la relation entre les hommes et les femmes, et surtout les jeunes femmes, les adolescentes, voire les enfants, ceux qui sont sensibles, fragiles. Oui, et puis il faut rappeler que dans de nombreux cas, ce sont des hommes qui ont un rapport d'autorité, de domination, de pouvoir, parce que l'entraîneur a un pouvoir énorme sur l'élève qui l'entraîne. Il a le pouvoir de la mener loin s'il le veut, ou de la barrer s'il le veut, aussi. Et ça, les familles le savent, et les familles, je ne dis pas du tout qu'elles étaient au courant, mais les familles sont dans ce rapport-là, c'est-à-dire de soumission. Elles font ce que dit l'entraîneur. L'entraîneur est tout puissant par rapport à son élève. D'autant plus que cet entraîneur-là peut monter, faire parvenir au sommet l'enfant qui l'entraîne, et effectivement, on doit lui accorder toute sa confiance. Alors, c'est toujours la même question, parce qu'il y a des dizaines de milliers, finalement, de personnes qui entraînent des enfants sur je ne sais pas combien de milliers il ne s'agit pas de l'opprobre sur tout un milieu, problème. Bien sûr que non. Absolument. Mais il y a aussi une tradition dans le sport, et par rapport à autrement, qui est on ne critique pas l'entraîneur. Le coach a dit, le coach a fait, etc. Et si jamais on fait une remarque, moi j'ai eu des filles qui faisaient de la compétition d'équitation, dès qu'on faisait une remarque, c'était un crime de lèse-majesté. Un crime de lèse-entraîneur, en tout cas. Donc, tous les cas, vous considérez en tout cas que Didier Gaillaguet devrait démissionner puisqu'il n'a pas dénoncé à temps. Moi, je dis la fédération plus que ça. Je dis que lorsqu'il s'est exprimé pour la première fois, il aurait dû avoir la dignité personnelle de dire, dans une telle situation, je ne peux que démissionner. Je ne dis pas qu'il est responsable d'avoir lui-même fait des choses. Absolument. Mais en tout cas, quand il y a un tel désordre à l'intérieur d'une fédération dont il est à la tête depuis si longtemps, il faut pouvoir dire, je me retire, je laisse à d'autres le soin de faire les enquêtes, le travail et peut-être d'assurer des relèves. Frédéric Dabi, votre coup de gueule, vous parlez des municipales. Oui, alors, surprise. C'est un petit coup de gueule, mais c'est vrai que nous sommes maintenant à 6 semaines du vote. Le traitement médiatique, politique de ce scrutin, premier scrutin local du quinquennat d'Emmanuel Macron, parle des vitesses, parle des candidats, parle d'une éventuelle poussée d'Europe Écologie Les Verts, évoque les difficultés de la République En Marche, l'ancien monde qui pourrait retrouver des couleurs. Je suis frappé par l'absence de la question de la participation et de l'abstention, qui est le premier indicateur pour tout scrutin. On sait qu'avant même de regarder un rapport de force électorale, il faut regarder s'il y a un différentiel de participation entre un ou plusieurs camps qui vont se mobiliser et d'autres qui ne vont pas aller voter. C'est un indicateur central.
dans un contexte en plus de poussée historique de l'abstention aux élections législatives. Que vous donnent vos enquêtes? Alors justement, on ne peut pas très bien sentir cet indicateur. Un peu tôt. C'est tôt, mais quand même, je trouve qu'il faudra. Alors, je rends hommage à Sud Radio qui a fait un long papier hier sur ce sujet. C'est un indicateur central. Il y a une poussée historique de l'abstention. On l'a vu aux élections législatives où une majorité de Français ne sont pas allés voter. C'est la première fois pour un scrutin national. Et aux élections municipales, élections de la proximité, élections du lien entre représentants et représentés, on est passé depuis 2001 à 31% d'abstention à 39% dans les villes de plus de 10 000 habitants en 2014. Bien sûr, c'est un indicateur où le travail sondagé trouve vraiment sa limite. C'est difficile de reconnaître... Les échantillons sont trop petits, la ville est trop petite. Non, c'est pas du tout une question d'échantillon, c'est de reconnaître un comportement qui est peu valorisant. Il y a la question du vote blanc, mais je pense qu'il faut traiter ce sujet. En 2014, la défaite de la gauche, ce ne sont pas les électeurs de gauche qui sont allés voter à droite, ou sur quelques villes. Sur les électeurs de gauche qui ont moins voté. Exactement, qui ne sont pas allés voter. C'est un sujet qui est particulièrement important dans un contexte où jamais une campagne municipale a été aussi poussive. Elle a démarré si tard. On est à 6 semaines du vote. J'ai encore eu tout à l'heure un grand élu du Sud-Ouest qui me dit non, il y a une sorte de léthargie, une sorte de chape de plomb due aux questions sociales. On devrait, en dehors des sondages, faire du travail de terrain, essayer de cerner ce comportement particulièrement central sur un scrutin. On a Angelo Barbieri sur Facebook qui nous dit personnellement, moi ça fait un moment que je ne vote plus. Alexis Bachelet, ancien député socialiste justement, vous sentez que les gens votent de moins en moins, y compris au municipal? On pensait pourtant que le maire était l'élu préféré des Français. Alors je voudrais dire plusieurs choses. C'est le moins mal aimé. Dire que pour les instituts de sondage, le taux d'abstention est très difficile à mesurer. On l'a vu aux élections européennes, où il y avait des annonces d'une montée de l'abstention, et finalement la participation a été plus forte. Pas dans le rolling, il faut fiducial pour Sud Radio. Peut-être, mais en tout cas, dans les tendances, on nous a annoncé moins de 50% de participation. Finalement, les gens, alors qu'on était en pleine crise des Gilets jaunes, se sont plus mobilisés que ce qu'on avait imaginé. Et je pense que dans les contextes de crise, de tension sociale, le bulletin de vote reste quand même un moyen de s'exprimer, et il est d'ailleurs très préférable de s'exprimer par cette voie-là que par des violences, que par des insultes, que par des menaces physiques. Mais malgré tout, et je pense que les élections municipales, qui en plus sont des élections quand même locales, les gens on connaissent leurs élus, ils les aiment pas, mais localement, et ça débat, même si ça s'entend pas trop dans les médias. Et j'ajoute que cette année, c'est une spécificité. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale. Habituellement, c'était au 31 décembre. Et moi, dans ma commune, à Colombes, il y a eu beaucoup d'inscriptions au mois de janvier. Oui. Il y a eu beaucoup d'inscriptions. Et donc, ça veut dire que les gens, quand même, quand ils viennent s'inscrire à la mairie, c'est qu'ils ont envie d'aller voter derrière, probablement. Éric Julie ? Oui, il y a sans doute un climat général national avec les problèmes sociaux. Mais il y a aussi le fait que les municipales, c'était souvent, dans quelques villes importantes, un affrontement entre candidats à tendance. Là, on insiste à un émiettement complet. Personne ne comprend qui soutient qui et qui est qui, parce que il y a 2, 3, 4 candidats qui se réclament plus ou moins à des degrés différents. Ce qui fait que il y a plus d'enjeux. Les enjeux sont purement locaux. Il y a aussi beaucoup de candidats qui cachent leur étiquette. On pourrait en parler. Par exemple, le nombre de listes de La République En Marche où il n'y a marqué ni Emmanuel Macron ni La République En Marche. Enfin, on sent que c'est presque devenu une maladie honteuse d'afficher une couleur politique. C'est assez classique, Jean-Marie, qu'à une élection municipale, on ne dise pas RPR, UMPLR ou PS, mais mon projet, c'est Toulouse. Mais même Louis Alliot, qui se présente à Perpignan, ne se présente pas avec l'étiquette Rassemblement National. Comme avait fait Ménard à Béziers. Exactement. Moi, je voudrais dire une chose, et là, c'est une ancienne abstentionniste, donc une grande pécheresse qui parle. Repenti. Totalement repenti. Il est totalement. Il faut que les gens se rendent compte que se plaindre d'une classe politique. Ils ont la classe politique qu'ils ont décidé d'avoir ou de ne pas avoir. Et ne pas aller voter, c'est participer au fait de ne pas avoir le résultat qu'on souhaite. Plus les gens iront voter, plus ils auront la main mise sur un scrutin. Moins ils voteront, bien sûr, ils peuvent dire ça me dégoûte, mais après, si ça les dégoûte, il ne faut pas dire « Ah, mais je ne voulais pas qu'ils soient élus ». Mais à condition d'avoir le choix aussi, c'est-à-dire d'avoir un candidat qui leur correspond. Un choix clair. Enfin, écoutez, en France, moi je veux bien qu'en France, il n'y ait pas de choix, mais il y a un grand panel de candidats, il y a un grand panel d'étiquettes ou de ne
donne pas d'étiquette, tout le monde peut s'y retrouver. Et les élections municipales, c'est les élections les plus démocratiques. Pourquoi ? Exactement. Parce que c'est à la fois un scrutin de liste, donc il y a 10, 20, 30, 50 personnes, donc sur ces listes de 50, il y a forcément des gens de sensibilité différente, donc toutes les opinions sont représentées, et en plus c'est à la proportionnelle. Grâce à c'est à la Gaston proportionnelle ensuite au sein du conseil municipal. Donc effectivement, c'est l'élection. On peut se faire représenter en tout cas. On peut se faire représenter ou se sentir Alexis représenté. Bachelet, on va en reparler dans quelques instants. Même si la liste arrivée en tête a une prime majoritaire. Une prime majoritaire. Nous allons en reparler dans quelques instants de ces municipales. Chers amis, sur Sud Radio, vous nous appelez, 0826 300 300. Est-ce que vous allez voter à ces municipales ? Il y a des ministres qui sont candidats. Est-ce qu'ils doivent démissionner si jamais ils les perdent de ces municipales ? On en parle dans quelques instants, juste après un dernier coup de gueule sur Sud Radio. À tout de suite. Jusqu'à midi sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. À tout moment, vous prenez la parole. Parlons vrai sur Sud Radio avec nos 4 débatteurs. Alexis Bachelet, ancien député socialiste, chef d'entreprise AB Consulting. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, dont vous entendez le téléphone. Veuillez m'en excuser. Virginie Leguet, chef adjoint du service politique de Paris Match. Bonjour. Ancienne abstentionniste d'ailleurs, avant de devenir chef adjoint d'un service politique. Je l'ai confessé. Vous l'avez confessé, effectivement. Les voix du Seigneur, comme quoi, sont impénétrables. Vous êtes devenu chef adjoint au service politique de Paris Match. Et je vote à chaque scrutin. C'est ça. Vous vous repentez. Maintenant. Éric Julie, président fondateur de Clé. On poursuit les coups de cœur et les coups de gueule. Dans quelques instants, on va reparler de ces municipales. Est-ce que vous allez sanctionner les ministres qui se présentent aux municipales ? Est-ce que ceux qui perdront les municipales devront démissionner ? Par exemple, Édouard Philippe, le Premier ministre, candidat au Havre, s'il perd, est-ce qu'il doit démissionner tout simplement ? Geneviève Darrieussecq à Mont-de-Marsan, Gérald Darmanin à Tourcoing ou autres exemples. Vous nous appelez pour nous donner votre avis. Auparavant, un dernier coup de gueule, justement. Éric Julie. Alors oui, moi je voudrais revenir sur l'éviction d'Isabelle Cochet de son poste de directeur général, pas président, mais directeur général d'Engie. Non pas pour porter un jugement sur le fait de savoir si elle était la personne la plus apte à mener à bien le projet de transformation du groupe, mais pour souligner ce que ça révèle, deux choses importantes. La première, c'est que ça fait des mois qu'on parle de ce départ. On n'a pas voulu attendre la fin de son mandat. Et on apprend ensuite qu'on ne sait pas qui pourrait lui succéder. Et que donc, ça va prendre plusieurs mois pour la remplacer. Ce qui prouve que c'est une décision qui a été discutée jusqu'au bout et qui a d'ailleurs pris un tour politique. On l'a vu à travers... Engie, c'est l'ancien Gaz de France, donc c'est aussi pétition, logique que ce soit politique. Non, mais alors c'est le point sur lequel je voulais venir, mais entre parenthèses, je voulais souligner quand même qu'avoir fait signer une espèce de pétition à toute une série de leaders politiques qui ont tous pris parti contre le président de la République, quand on a une entreprise où l'État est à 30%, c'est pas forcément la meilleure manière de se faire conforter dans ses fonctions. C'est en tout cas pas moi qui l'ai conseillé, ça c'est clair. Mais ça montre que chaque fois que l'État est actionnaire, les sujets justement deviennent politiques et qu'il n'y a pas de rationalité d'entreprise possible dans ce monde où l'État est actionnaire. Ça, c'est le premier remarque. On a pu voir ça avec Renault, on a pu voir ça avec Air France KLM. SNCF. Premier point. Le deuxième point, c'est que en fait, tout ça ne serait rien si elle n'était pas, Isabelle Cochet, s'il n'avait pas été la seule directrice générale du CAC 40. D'une entreprise du CAC 40. D'une entreprise du 40 entreprises, une seule femme à ce niveau encore, on n'y avait pas voulu la mettre présidente. Juste directeur général. Vous voulez dire quoi ? Elle a été virée parce que c'est une femme ? Non, pas du tout. Je dis simplement que c'est un sujet parce que c'est la seule femme, parce que sinon c'est, après tout, une décision d'actionnaire qui considère que le directeur général n'est pas... C'est quelque chose de parfaitement normal, de fréquent, enfin pas... C'est la vie, c'est la révolution de palais dans des grandes entreprises. C'est la vie normale des entreprises. Le problème, c'est que ça devient symbolique, parce que... Et donc on voit qu'il y a un plafond de verre. Moi, je travaille beaucoup avec des entreprises de taille moyenne, des ETI, et où des femmes ont des responsabilités très importantes, créent des entreprises, dirigent des entreprises, héritent d'entreprises et les maintiennent. Mais il semble que il y a un dernier carré. Un plafond de verre. Un plafond, mais qui sur le CAC 40, et qu'on a du mal à expliquer. On a des femmes qui sont
maires, qui sont ministres, qui sont députés, CAC 40 échappent. C'est encore trop difficile. C'est un vrai sujet. Virginie Leguet, vous avez brisé le plafond de verre de cette émission parce qu'il n'y a plus de femmes dans le CAC 40 à ce niveau hiérarchique. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu la sauver? Non, pas pour moi, ça. Je voudrais dire que, et donc je suis une femme, ça n'aura pas échappé à nos auditeurs, je voudrais dire que j'ai été un peu choquée par son interview dans le JDD dimanche, justement en tant que femme. Elle s'abritait derrière son statut de femme. Je suis la dernière, donc... Voilà. Mais en fait, non, pardon, je ne discute pas de ses compétences professionnelles, je ne discuterai pas de son parcours. Mais quand on est une femme, on ne doit pas s'abriter derrière le fait qu'on est une femme pour dire je dois être maintenue à ce poste-là. On est maintenu à ce poste parce qu'on a la confiance des actionnaires, du conseil d'administration, que ça marche dans l'entreprise, mais pas parce qu'on est une femme. Et ça, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et bien sûr, j'ai pas du tout aimé qu'elle ait fait appel à Yannick Jadot, Xavier Bertrand, Anne Hidalgo pour la soutenir. Là aussi, il y a un mélange des genres qui me semblait pas bien. On va dans le privé, on ne demande pas aux hommes politiques de vous soutenir, surtout, effectivement, comme l'a rappelé Éric, quand c'est une entreprise qui est... à 30% détenue par l'État français, exactement, donc détenue... Exactement. Donc je peux regretter qu'effectivement, il n'y ait plus à ce jour de femmes à ce poste de responsabilité. Je peux le regretter, parce que la visibilité des femmes est quand même assez problématique dans notre pays. Elles sont souvent à des postes subalternes, mais quand on monte dans la très haute hiérarchie, elles sont plus beaucoup là. Je peux le regretter, mais je trouve que on n'a pas à s'abriter derrière. Les outils qu'elle a utilisés étaient pas très adaptés, c'est clair. Voilà. Mais juste un petit point, d'ailleurs, on nous a expliqué aussi, donc on allait chercher, et qu'on cherchait plutôt une femme. Et ça aussi, c'est pas acceptable comme type de raisonnement. On cherche la personne la plus compétente disponible aujourd'hui pour gérer le groupe et sa transformation. Si c'est une femme, tant mieux, mais on ne cherche pas une femme. Vous ne pourriez pas si bien dire. D'ailleurs, dans quelques minutes, on parlera, ce sera notre dernier débat. Faut-il révéler le nom des entreprises qui discriminent à l'embauche? Tiens, ce serait une autre manière d'aborder ce débat. Dans quelques instants, on va revenir aussi sur Sud Radio. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour parler de ces ministres candidats au municipal. Devront-ils démissionner? Pas répondu à la question. Alexis Bachet n'a pas répondu à la question. Non, les ministres doivent-ils démissionner? Oui, vous allez voir. Et Frédéric Dabi non plus. Et vous allez y répondre justement dans quelques instants. Parlons vrai sur Sud Radio. À tout de suite. De retour dans le studio de Sud Radio, vous l'entendez, le débat a continué même pendant la pause. Parlons vrai au 0826 300 300. Dans quelques instants, on donnera la parole à Amélia qui nous appelle de Dax. Nous sommes avec nos 4 débatteurs. Alexis Bachelet, Frédéric Dabi, que vous entendez, Virginie Leguet, Éric, Julie. Notre débat, justement, est-ce que les ministres candidats au municipal doivent démissionner? Édouard Philippe au Havre, Gérald Darmanin à Tourcoing, Geneviève Darrieussecq à Mont-de-Marsan. C'est pas très loin de Dax, Mont-de-Marsan. Justement, on va vous donner la parole tout de suite. Amélia, bonjour à vous. Oui, bonjour à vous tous. Et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Merci beaucoup. Alors moi, écoutez, je dirais qu'il faut qu'ils démissionnent avant même qu'ils soient élus. Parce que s'ils sont élus, comment vont-ils pouvoir gérer leur fonction de Premier ministre et la fonction locale? Et ils ne le feront pas. Parce que c'est bien tous ces gens-là qui nous rabattent à longueur de temps, qu'ils passent des heures et des heures et qu'ils sacrifient quelque part leur famille pour aider le peuple français. Donc, ils ne pourront pas agir et au niveau national et au niveau local. Donc, pour moi, c'est absurde. Ils doivent, à partir du moment où ils décident d'aller en local, ils doivent démissionner. Parce que je pense que pour moi, c'est un filet de sécurité. C'est-à-dire que si demain, M. Macron décide de les éjecter, parce que c'est un CDD, mais qui peut être coupé à n'importe quel moment, eh bien, ils se retourneront et diront j'ai mon poste de maire, donc j'ai une sécurité financière. Alors que ce même gouvernement nous dit qu'ils sont là pour révolutionner et qu'ils ne sont pas là pour s'asseoir sur les mandats les uns sur les autres et qu'ils repartiront dans le privé, qu'ils comprennent tout. Mais entre ce qu'ils disent en fait et ce qu'ils font, il y a une montagne pour pas dire un océan. Donc pour moi, c'est un mensonge intellectuel. Ils mentent aux Français, ils se mentent intellectuellement et quand ils disent qu'ils sont là pour aider le peuple français, pour aider les locaux, c'est faux. Ils sont là pour eux et leur propre désir, leur sécurité, mais rien d'autre. Voilà. Et puis aussi peut-être aussi l'envie de garder, de poursuivre leur carrière politique s'ils ne sont plus ministres. Alexis Bachelet, ancien député justement. Non, mais votre auditrice, elle a donné son ressenti, qui est à mon avis celui de beaucoup de Français. Et le vôtre? Le sentiment qu'il y a un deux poids deux mesures, c'est-à-dire que on voit bien que Édouard Philippe, Gérald Darmanin, si ils se présentent aux élections municipales, c'est pas forcément pour redevenir maire, parce qu'ils ont été.
mais que c'est pour être au sein du conseil municipal, parce que ce qui se passera, ce qui s'est déjà passé dans d'autres situations, c'est qu'il y a des gens qui se présentent aux élections, non pas pour exercer la fonction, mais pour se préserver un avenir politique après le gouvernement, parce que ça a été dit, le gouvernement, c'est par nature la précarité. Ouais. On dépend du bon vouloir du président de la République. En France, en tout cas, ça fonctionne comme ça. Il y a d'autres pays où c'est plus parlementaire, mais en France, on dépend d'un seul homme. Et donc, à partir de là, effectivement, peut-être que M. Darmanin se dit que, eh bien, le moment venu, il redeviendra maire de Tourcoing et que Édouard Philippe aussi, si jamais il n'est plus Premier ministre. Alors, ça pose une autre question. C'est est-ce que est-ce que c'est sain pour la démocratie d'être un peu l'otage de ces jeux de carrière politique? On peut même aller plus près. Est-ce que c'est sain pour la ville? Imaginons par exemple, Édouard Philippe est Premier ministre, il gagne les municipales au Havre. Évidemment, il ne va pas siéger en tant que maire du Havre. Il y aura un autre maire qui est sur sa liste. Mais le maire actuel d'ailleurs, il s'appelle le maire actuel. Mais ce sera c'est un homme de paille, le maire actuel dans ce cas-là. Il est quand même élu. Il a quand même. Il n'a pas été élu. Il a accédé à. Il était sur la liste d'Édouard Philippe. Il a succédé à celui d'avant qui lui-même a été compromis dans une affaire pas très agréable. Il a succédé à Édouard Philippe quand Édouard Philippe est devenu Premier ministre. Je vais vous donner un exemple qui est important avant. Regardez ce qui s'est passé à Lyon. Gérard Collomb était ministre de l'Intérieur. Il n'était plus maire de Lyon quand il y était. Et justement, 2 personnes l'ont remplacé. Un à l'agglomération, M. Kimmelfeld, et un à la métropole, et un à la ville, M. Kepenekian. Gérard Collomb est revenu à Lyon. Il est en guerre avec l'un des deux. C'est ce qui va se passer partout. Avec les deux même. Il est même en guerre avec les deux parce que celui qui lui a laissé sa place, ça finit par... Si je puis me permettre, je reviens sur votre question. Est-ce que les ministres qui sont battus aux élections municipales doivent démissionner? Je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de répondre à la question. Ça dépendra aussi de l'ampleur d'une défaite qui touchera les membres du gouvernement. Je rappellerai qu'il n'y a jamais eu de règles. En 2001, la gauche... En tout cas, elle n'a pas été respectée, aussi bien par la droite que par la gauche. J'allais citer la gauche au pouvoir. Et la droite, qui perd en 2008. Voilà, bien sûr, qui perd énormément de villes. Madame Guigou perd à Avignon, elle change de ministère, Jacques de ministre de l'Emploi. Moscovici. Jacques Lang. Je pensais aussi à Jean-Claude Guessot à Béziers. C'était le cas aussi en 2008. Là où je comprends ce que peut dire votre auditrice. D'ailleurs, on a du verbatim de Français qui nous disent la même chose. Il est aussi assez intéressant. On ne peut pas aussi reprocher à ce gouvernement, et c'est une critique majeure, d'être déconnecté des réalités de Français et de critiquer des ministres ou des secrétaires d'État qui tentent un ancrage local, même si c'est parfois un petit peu capillotracté sur le mode « j'ai toujours vécu dans la ville X, j'ai toujours été soucieux ». Gérald Darmanin, pour citer des choses... Le terme « ma ville » est dénoncé d'ailleurs par un de nos auditeurs qui dit « il y en a assez d'entendre les élus dire « ma ville, elle ne vous appartient pas ». Oui, je peux comprendre aussi ce type de remarques. Gérald Darmanin, par exemple, et c'est absolument factuel, et quasiment toutes les semaines dans sa ville. Il y a un lien un peu charnel avec une ville qu'il a conquis. Édouard Philippe est très présent au Havre aussi. Et au Havre, c'est exactement le cas. Donc, je pense qu'il y a plutôt du cas par cas, mais si la déroute est plus forte que prévu, alors qu'elle s'annonce assez forte par République En Marche, est-ce que Emmanuel Macron pourra éviter un remaniement? On se souvient du François Hollande de février 2014 qui avait annoncé un non-remaniement. On se souvient de ce qui s'est passé. Éric Julie. Moi, sauf si le ministre est candidat en fin de liste à titre un peu symbolique, si un ministre est tête de liste, il y va d'ailleurs en disant assez largement qu'il veut se ressourcer, montrer qu'il a la confiance, se réancrer, etc. On ne peut pas le garder. Pas qu'il y en ait beaucoup ou qu'il n'y en ait pas beaucoup. Alors s'il y en a beaucoup, ça gênera Macron. Il est discrédité politiquement, il n'aura plus d'autorité. Non, mais enfin, c'est symboliquement. Vous ne pouvez pas dire je vais, parce que à l'inverse, si je gagne, je vais dire je suis ressourcé, ma politique, etc. Donc si je perds, je ne suis pas ressourcé, je pars. Mais dans les deux cas, la ville a bon dos, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas pouvoir la gérer, quoi qu'il arrive, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Virginie Leguet ? Oui, moi je pense déjà qu'on ne peut pas être... ministre et a fortiori Premier ministre et être maire d'une grande ville. Je trouve que c'est totalement incompatible. Je veux bien que tous nos hommes politiques soient des surhommes et qu'ils soient capables de faire des choses incroyables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et ça me paraît pas possible. Et surtout, ça me paraît totalement contradictoire
Et Édouard Philippe, qui a porté la réforme des retraites pendant tous ces derniers mois, là je parle de 3 mois complets, et qui tout d'un coup se souvient de son amour pour le Havre, qu'il n'a jamais d'ailleurs caché. Les tripes ont un goût d'eau salé, c'est pour ça que j'y retourne. Je peux comprendre ça, mais à ce moment-là, on peut faire des choix dans la vie, et les choix, on les assume. Tous les gens du privé qui font des choix, ils ne peuvent pas retrouver leur poste d'avant si par hasard leur nouveau poste ne marche pas. Tous les Français. Tous les Français. Si vous changez de carrière, c'est difficile de prendre votre carrière. Quand on est fonctionnaire, on n'a pas le droit au cumul d'emploi. Non, mais d'accord, mais on a la garantie de l'emploi. Mais on n'a pas le droit au cumul. On peut se mettre en disponibilité, revenir et dans on son peut bord revenir, d'origine. ça c'est vrai. Il y a beaucoup d'arrangements, pardon. Pas des Mais dans le arrangements, privé, il n'y a pas d'arrangement. Et je trouve que les Français qui eux-mêmes se battent pour garder leur travail peuvent mal comprendre que cette classe politique s'auto-protège inlassablement, tout en décrétant que il faut faire des efforts, il faut se mettre au diapason. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je voudrais dire une dernière petite chose. Ce faisant, Emmanuel Macron, il annule par avance ce qui pourrait ressembler à un vote sanction. Et on se souvient très bien que les élections intermédiaires, Frédéric me dira si je me trompe, les élections intermédiaires ont toujours été Très souvent. Très souvent. à l'encontre, on donnait un résultat contraire à celui de... Dans 9 cas sur 10, en gros, le parti au pouvoir est sanctionné. Alors, jusqu'à présent, c'était la droite qui était au pouvoir et la gauche, mais quand la droite était au pouvoir, c'était la gauche plutôt qui gagnait les élections intermédiaires, et vice-versa. Mais c'est un grand classique aussi d'entendre les gouvernements, à mi-mandat, dire attention, c'est municipal, c'est régional, c'est pas national, c'est local, ça n'a rien à voir. Oui, mais ça a quand même des conséquences. Si les gens vont mettre leur bulletin de vote, ça a des conséquences. Exactement. En tout cas, vous êtes assez nombreux à réagir sur le Facebook Live de Sud Radio. Brigitte Pelletier qui nous dit être tête de liste et dire je garde mon poste de ministre, et c'est le second qui fera l'intérim de maire. Ça, c'est pas normal. Audrey qui est un peu plus trivial et qui dit c'est le beurre et l'argent du beurre, c'est pas normal non plus. Et on a Angelo aussi qui nous dit ministre ou pas ministre. En tout cas, regardez, Jean-Claude Gaudin, 25 ans, maire de Marseille, c'est trop long aussi. Comme quoi, c'est vrai que 79 ans, il était vice-président du Sénat aussi. D'ailleurs, il faut reconnaître que c'est l'écroulement d'une longue carrière depuis quelques années et qui termine dans une débâcle politique. C'est le mandat de trop, et personnel. Plus que le mandat de trop, non, c'est le déshonneur quasiment. En tout cas, il est terminé. Un jeune Marseillais sur deux, enquête IFOP pour la Marseillaise, envisagerait ou souhaiterait quitter Marseille s'il avait la possibilité. Quel échec. C'est incroyable. Et incroyable. L'affaire de la rue d'Aubagne qui a complètement... La deuxième ville de France. Et les 8 morts. Allez, changeons de sûr, sujet. bien sûr. Deuxième sujet de débat. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour lutter contre le communautarisme? Alors, on ne sait même pas d'ailleurs s'il va dire communautarisme ou même séparatisme, un terme plus fort. Emmanuel Macron doit annoncer des mesures pour lutter contre le communautarisme. Tout ça est très nébuleux pour l'instant, qui devrait tomber juste avant, les élections municipales, comme par hasard. D'abord, on sait que le gouvernement et le chef de l'État hésitent encore sur le terme. De quoi parle-t-on? Communautarisme, séparatisme? On va essayer de donner une définition. Par exemple, Éric Julie, c'est quoi le communautarisme? Le communautarisme, c'est la volonté semble-t-il, de se regrouper et de vivre d'une manière spécifique, parfois contraire, parfois différente de celle qu'on pourrait qualifier de la manière moyenne des Français. Alors ça peut être autour d'affinités religieuses, mais pas uniquement. Ça peut être géographique, d'origine, pardon. Le véganisme. Oui, mais il n'y a pas encore de quartier vegan en France. Ça peut venir. Enfin, voilà, c'est l'idée et ça correspond à une tendance profonde de la société qui est en fait au-delà de problèmes religieux, qui est un éclatement de la société et qui est le fait que la mixité géographique, professionnelle, sociale disparaît. Et que finalement, dans les centres des grandes villes, il y a les cadres supérieurs qui font leurs études ensemble, qui vivent ensemble, qui travaillent ensemble et qui se marient ensemble et qui se reproduisent, et ainsi de suite. Et ça pousse à créer ces espèces de communautés. Et il ne faut pas réduire le phénomène de communautarisme à un phénomène religieux. Donc c'est pas seulement une question de religion, c'est une question la religion est un des éléments. C'est un des éléments en tout cas. Mais c'est une question sociale beaucoup plus large. Je lancerai un petit peu. Il y a rarement des questions d'enquête d'opinion où on cite ce mot communautarisme, parce que pour les Français, il est extrêmement polysémique. Quand on travaille plus qualitativement, quand on ne suggère pas de réponse, quand on est dans des enquêtes qualitatives, qui la plupart souvent ne sont pas publiées, les Français, la plupart des Français, ou une part très importante, associent très vite le communautarisme à un fait religieux, et pour être plus précis,
à l'islamisme En gros, et dans la le tête fait des- qu'il y, voilà. y ait des quartiers qui ne ressemblent plus aux quartiers Si je que les Français ont caricature, connus. dans la tête de la majorité des Français, le communautarisme, ce sont des quartiers où les musulmans vivent entre eux. Et, Mais il n'y a pas que ça. Vous avez le quartier, c'est comme ça qu'ils le quartier disent. chinois, vous avez le quartier chinois, vous avez le Absolument. quartier afghan, vous avez le. Il y a un peu moins de quartiers afghans que après, de quartiers en France. chinois, mais parce qu'il y a Chinois, moins oui, il y en a. d'Afghans globalement que de Chinois. Bon, et D'ailleurs, voilà. c'est moins chinois que Asie du Sud-Est. Mais Voilà. Et après Asie du Sud-Est, etc. Enfin, C'était le titre du livre d'ailleurs d'un de vos collègues, Frédéric Dabi, Monsieur Fourquet. Ce livre, L'archipel français. Très intéressant, c'est-à-dire très très intéressant, intéressant qui a livre. fait date. On a effectivement dans des j'ai pas villes. voulu lui rappeler. Ah bah si, Pourquoi On travaille ensemble depuis 22 Bah, ans. ils sont très amis. C'est mon ami. Bah oui, ils sont amis. Bon, cela étant dit, revenons-en C'est au pas fait lui. quand même, malgré tout. Emmanuel Macron, ça fait des mois et des mois qu'il promet de lutter contre le communautarisme. Comment alors? Est-ce que ça veut dire qu'on va faire des quotas? Est-ce que ça veut dire qu'on va faire dans des quartiers, par exemple, pas plus de 30% de personnes qui ont un nom à consonance comment on le calcule, le communautarisme? Moi, je ferais une réflexion politique. D'abord, on attend toujours, au bout de 2 ans et demi de quinquennat, le grand discours d'Emmanuel Macron sur la laïcité. Oui, mais alors revenons déjà sur le communautarisme. Oui, non, mais attendez, déjà, ça aurait permis de dresser un cadre c'est ça. et de ne pas utiliser de mots qui sont des épouvantails. Et le fait d'utiliser ces mots qui sont des épouvantails 1 mois et demi avant un scrutin, je trouve que c'est doublement risqué. Et donc, moi, je réprouve cette façon d'instrumentaliser des thèmes qui sont très anxiogènes chez les Français, bien sûr, qui se posent toujours des questions sur le vivre ensemble, sur qui veut vivre avec moi ou avec qui moi je veux vivre, d'avoir un président qui tout d'un coup, 6 semaines avant une élection qui s'annonce problématique pour En Marche, hein, on peut pas le nier, se dit attends, je vais revenir à des bons vieux sujets clivants et alarmants qui vont peut-être ramener des électeurs vers moi. Je trouve que c'est une méthode déloyale. C'est peut-être pas absurde après de parler de communautarisme juste avant des élections municipales, parce que les élus qui sont souvent accusés de faire du clientélisme et notamment de faire monter sur leur liste aux municipales, par exemple, des responsables d'associations religieuses comme par hasard, ce sont des maires. Donc c'est pas forcément absurde d'en parler avant les municipales. Alexis Bachelet? En fait, il faudrait juste rappeler les termes du débat. Quand on parle de communautarisme, on parle de minorité. Ouais. D'une manière générale. Si par exemple on parle du communautarisme lié à la pratique de l'islam, il y a à peu près 5 millions de musulmans en France, donc sur un pays de 65 millions, on voit bien que c'est une fraction de la population, et à l'intérieur de cette communauté musulmane, il y en a certains qui sont totalement étrangers à ce communautarisme. Moi, la majorité des gens qui pratiquent l'islam ou qui sont de culture musulmane, ils vivent comme tous les Français. Bon, ils font le ramadan à certains moments, etc. Mais ils vont pas tous faire 5 prières par jour, aller à la mosquée. Il y a une fraction qui est plus investie dans la pratique religieuse, et c'est peut-être celle-là que veut, je dirais, qu'on veut identifier à travers le mot communautarisme. Quand Emmanuel Macron parle mais en carrément réalité, c'est une minorité. Mais quand Emmanuel Macron parle carrément de séparatisme. Oui, mais alors le séparatisme, ça fait écho après à des localisations géographiques, à des quartiers ou à des villes. Bon, des quartiers où, par exemple, je donne un exemple concret, il n'y a plus que des commerces halal, par exemple. Ça existe. Oui, ben, ça existe parce que vous avez des quartiers où vous avez 90% de logements sociaux, et que majoritairement, dans ces logements sociaux, vous avez des gens à faible revenu, et donc qui sont souvent des gens issus de l'immigration. Historiquement maghrébine et aujourd'hui africaine, mais qui sont regroupés dans les mêmes quartiers, dans les mêmes immeubles. Moi, quand je fais du porte-à-porte, effectivement, dans certains immeubles, vous avez aujourd'hui... Mais c'est pas les gens qui ont demandé à venir habiter là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il faudrait aussi regarder les choses dans leur globalité en disant, est-ce qu'ils ont voulu venir habiter dans un quartier où il y a uniquement du logement social et se retrouver en cage d'escalier avec uniquement des gens d'origine ou pratiquant la même religion? Moi, je ne le crois pas. Il y a des gens, les gens ne souhaitent pas. Et quand vous allez voir les gens, ils aimeraient bien, par exemple, dans ma ville, venir habiter dans un logement social au centre-ville. Mais au centre-ville, il y a des politiques d'attribution où les noms à consonance, on les met au centre. Certains noms, on les met au centre-ville, et puis d'autres, on les met dans d'autres quartiers. Donc, vous voyez, il faut réinterroger la politique de peuplement. Oui, mais donc, attendez. Et oui, c'est plus compliqué que simplement les gens qui voudraient se séparer. Il y a aussi des gens qu'on assigne à résidence. On va en reparler dans quelques instants, parce que ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a une discrimination sur le nom. Mais bien sûr, il y a une assignation à résidence. Eh bien, on va en parler juste après. 0826 300 300. Est-ce que vous faites confiance à Emmanuel Macron pour lutter contre le communautarisme? Vous nous appelez. On donnera la parole à Martial dans quelques instants sur Sud Radio.
tout de suite. Et de retour dans le studio de Sud Radio avec nos 4 débatteurs, Alexis Bachelet, Frédéric Dabi, Virginie Leguet et Éric Julie. Faites-vous confiance à Emmanuel Macron pour lutter contre le communautarisme? 0826 300 300. Nous avons Martial qui nous appelle de Paris. Salut Martial. Bonjour. Est-ce que vous faites confiance au président de la République? Il en parle de plus en plus du communautarisme. Alors, je ne fais absolument pas confiance à Emmanuel Macron pour lutter contre le communautarisme, tout simplement parce que c'est son fonds de commerce. Aujourd'hui, de manière générale, en fait, il n'arrive qu'à gouverner qu'en opposant les Français, en les fractionnant dans différentes catégories. Et quand un président de la République, pour sa campagne présidentielle, parle de crimes contre l'humanité, quand il parle de la colonisation, quelque part, c'est exacerber les communautarismes. Comment voulez-vous que ces populations puissent se fondre dans notre nation quand on leur dit que leurs ancêtres ont été victimes de crimes contre l'humanité? Donc c'est toujours du en même temps, c'est je veux lutter contre le communautarisme, mais en même temps, je dis à certaines communautés qu'elles sont les victimes des méchants Français. Voilà, donc tout ça est absolument pas crédible et il est disqualifié pour lutter contre ce phénomène. Eh bien, écoutez, votre message aura été transmis sur Sud Radio. Merci à vous, Martial, de nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis Paris. Vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, parlons vrai, vous composez le même numéro pour donner votre opinion. Alexis Bachelet, on avait un débat un peu enflammé juste avant. Je voulais revenir justement sur le séparatisme, parce que Alexis a très justement dit, ces communautés, elles se sont formées un peu à l'insu de leur plein gré, si on peut dire, et par des phénomènes sociaux. Ça devient du séparatisme. Donc ils vivent, on ne peut pas leur reprocher de vivre là où ils sont. Ça devient du séparatisme quand certains s'organisent pour essayer de gérer ça indépendamment des organes normaux de gestion de la République, par exemple. C'est-à-dire de la cité. De façon autonome. Et commencent à imposer des règles spécifiques qui ne sont pas les règles du droit français, commencent à refuser que les pompiers rentrent, que les médecins, etc. Voilà, en fait, c'est l'utilisation... Que les femmes s'habillent comme elles veulent. C'est l'utilisation d'un phénomène sociologique, malheureusement, de regroupement de population, etc., à des fins partisanes, alors pour le coup, qui est prendre en main la gestion et peut-être à terme prendre en main... On se souvient de l'affaire et de la polémique sur les cafés où les femmes normalement ne devaient pas rentrer. On a vu ça plein de fois. Ça existe un petit peu partout en France. Il faut en parler. Cette expression territoire perdu de la République, puisque en général c'est le terme qu'on utilise. Est-ce que ça existe? C'est extrêmement intéressant ce terme. C'est un terme issu d'un livre de Georges Bensoussan qui date des années 2000-2002. Je vous dis ça de mémoire. Et quand il était employé dans le débat public, vous étiez taxé d'extrême droite. L'IFOP, dans un sondage, a posé une question sur y a-t-il des territoires perdus de la République? Entre guillemets, nous avons été fortement attaqués par une partie qu'on va vite qualifier de gauche de la gauche. Combien ont répondu oui? C'était une majorité de Français, c'était 65% de mémoire. Donc les deux tiers. Ce qui me frappe, c'est que maintenant, dans le discours spontané, moi je crois beaucoup aux sondages, mais ils ont toujours des limites. C'est toujours assez intéressant de les confronter à des enquêtes qualitatives. On voit comment les Français parlent des choses, comment les Français se saisissent d'un enjeu. Et bien ce terme, ce vocable « territoire perdu de la République », a infusé le corps social et les Français en parlent, évoquent ce terme spontanément. Spontanément, ce qui veut dire que pour eux, dans leur esprit, en tout cas, c'est une réalité. Virginie Leguet? Oui, et moi je voudrais m'interroger sur l'attitude qu'ont eu certains maires face à ce qui existait dans leur ville. Est-ce qu'ils ont laissé faire pour ne pas avoir de soucis avec leur population? Est-ce qu'ils ont voulu travailler cet électorat en disant que cet électorat leur serait gré lorsqu'ils se représenteraient? Mais il y a eu quand même des situations peut-être qui n'auraient pas dû être maintenues et qui ont été largement tolérées par les maires en place qui savaient très bien ce qui se passait dans leur ville. Ils auraient dû faire quoi alors? C'est la question qu'on se pose. Parce que on parle de communautarisme, vous voyez, c'est pas très simple, je ne veux pas. Personne ne dit que c'est simple. Je n'ai pas la réponse, mais contre quoi faut-il lutter? Est-ce qu'il faut par exemple des logements sociaux dans tous les quartiers d'une ville et dans toutes les villes? Est-ce qu'il faut par exemple mettre des HLM à Neuilly? On pourrait très bien parler de communautarisme bourgeois à Neuilly, par exemple, si vous regardez la diversité sociale. Alexis Bachelet? Oui, le problème, c'est qu'en fait, le communautarisme est une forme de clientélisme. Il y a des maires qui s'adonnent
au clientélisme. Comme d'autres, ça donne au véganisme ou à la religion. D'ailleurs, il y a des maires qui en ont fait une religion. Ils gèrent leur commune par communauté. J'ai même entendu dire une fois, je vais le citer, Pierre Bédier, qui disait « Moi, je pousse les Maliens à s'installer là où il y a déjà des Maliens, parce qu'après, je nomme un chef dans l'immeuble où il y a les Maliens, et puis je discute avec le chef, et puis au moment des élections, c'est plus facile parce qu'ils vont tous voter pour moi, etc. etc. » Bon, j'ai cité Pierre Bédier parce qu'il l'avait assumé, mais d'autres le font sans le dire. Beaucoup. Et à cela s'ajoute effectivement le séparatisme social, et c'est ce que je décrivais tout à l'heure. Dans ma commune, mais dans beaucoup d'autres communes, il y a des gens qui ne peuvent pas accéder aux logements sociaux dans le centre-ville. Par contre, on leur propose toujours dans les quartiers périphériques. Voilà. Donc c'est des choix, effectivement, de peuplement. Et donc peut-être que la solution, mais peut-être que c'est des propositions que va faire Emmanuel Macron, c'est de dire à un moment donné, sur les politiques d'attribution dans les logements sociaux, ça n'est plus le maire qui attribue les logements. On va mettre en place des commissions départementales, c'est le préfet par exemple. Faire en sorte qu'il y ait de la mixité sociale. Faire en sorte qu'on construise une vraie mixité, et aussi dans les constructions. Parce qu'après, vous avez quand même le problème, et encore une fois, quand on parle de territoire perdu, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire en vrai territoire perdu, parce que ça veut dire, est-ce qu'il n'y a plus d'autorité dans ce territoire? Est-ce que la police n'y va plus? Est-ce que les pompiers n'y vont plus? Est-ce que le maire n'y va plus? Moi, je vois bien qu'il y a des cités où il y a des cités, des morceaux de villes qui sont problématiques, mais c'est souvent la criminalité qui y gagne. C'est pas la loi, c'est la loi du plus fort, c'est la loi des gens qui font le trafic de drogue, par exemple. Donc tout ça pour dire que effectivement, si on veut vraiment s'attaquer à ce problème-là, il faut changer le logiciel de plusieurs choses. Et les politiques de peuplement, la présence des services publics, des forces de police, etc., la justice aussi, etc. Et permettre aussi une certaine mobilité sociale. On aura très, et contrôler les maires. Et peut-être aussi, à un moment donné, le maire, il est tout puissant dans sa commune. On peut se poser aussi sur les effets pervers de l'institution communale quand on a des maires qui peuvent faire la pluie et le beau temps sans aucun contre-pouvoir. On a très peu de temps, donc je vais vous demander une réponse lapidaire à chacun, et je suis vraiment confus de le faire sur ce sujet, mais c'est indissociable d'ailleurs du terme communautarisme. Parlons de la discrimination en quelques mots. Le gouvernement a épinglé 7 grandes entreprises accusées de discriminer à l'embauche en fonction notamment de votre origine et de votre nom. 7 entreprises dont Air France, Accor, Altran, Renault, les entreprises se dénoncent. Est-ce qu'il faut aussi également justement dénoncer les entreprises qui commettent de la discrimination? Oui, non, Alexis Bachelet? C'est une pratique anglo-saxonne qui s'appelle le name and shame. Name and shame. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Peut-être, parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup essayé d'inciter, de favoriser, d'encourager, et on voit que les effets sont limités quand même. Virginie Leguet? Oui, je rappelle qu'il y a un arsenal législatif et qu'il est très largement contourné, et que dénoncer les entreprises, c'est pas très élégant, mais ça pousse malgré tout ces entreprises-là à s'auto-corriger. À changer. Moi, je vais être un peu direct. On est complètement hors sujet en résumant les entreprises en France à ces 40 grands groupes. Les entreprises en France, c'est 96 à 97% de TPE et de PME. C'est là qu'il y a du travail à faire. Encore faut-il que la méthode soit bonne, et apparemment il y a quand même un problème. Parce que c'est une chose de comparer des CV sur des postes qui sont ouverts. Tout à fait. Et donc bien définis, et d'envoi de candidatures spontanées, qui quand même, c'est pas le même traitement dans les petites comme dans les grandes. Par Air France. C'est un des reproches qui est fait par les entreprises qui sont pointées du doigt. La méthode de travail de cette enquête est par plusieurs universitaires qui s'occupent du sujet, et notamment des discriminations. Mais en tout cas, ce sera un débat qui reviendra sûrement. Merci à vous, Alexis Bachelet, ancien député socialiste, chef d'entreprise AB Consulting, Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Virginie Leguet, chef adjoint du service politique de Paris Match. Belle journée à vous, à tous. Et merci à vous, Éric Julie, président fondateur de Clé. La suite de votre journée sur Sud Radio, c'est dans quelques minutes. On se retrouve avec André Berkoff dans tous ses états, comme chaque jour, même le vendredi. À tout de suite sur Sud Radio.